Madame André Tourigny. Merci, Monsieur le Président. Madame la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté, d'abord, moi, je tiens à vous remercier grandement pour votre travail précieux pour la défense des droits fondamentaux, la défense des valeurs humaines dont le Rassemblement national semble avoir une vision restreinte ou à géométrie variable si jamais il en a une. La question du fonctionnement de la psychiatrie et des traitements qu'elle emploie révèle la vision de notre société à l'égard des malades mentaux. Plus de 80 ans après la création des asiles, Albert Londres considérait que celle-ci n'était pas fondée sur la volonté de soigner, mais relevait plutôt de la volonté de mettre à l'écart et d'isoler des personnes qui inspirent la crainte à la société. Aujourd'hui, si nous sommes loin des modèles des asiles, persistent de gros problèmes en termes de droit par rapport à la contention et à l'isolement, même si ces pratiques sont depuis peu considérées officiellement comme une privation de liberté et soumises donc au contrôle juridictionnel. Votre rapport souligne de nombreux dysfonctionnements basés parfois sur un lexique pervers, je vous cite, volontairement ambigu, que vous relevez dans votre rapport, isolement thérapeutique ou prescrire un isolement qui donne donc un caractère médical. Certains soignants considèrent qu'il faut mettre un terme à ces pratiques, comme c'est déjà le cas dans certains pays. Que pensez-vous de cette proposition ? Quelles pistes pouvez-vous donner aux législateurs pour faire respecter les droits des patients dans ces unités, puisque vous constatez une absence d'effectivité du contrôle juridictionnel? Et enfin, dernière question concernant les enfants, que préconisez-vous concernant les patients mineurs hospitalisés, dont votre rapport souligne l'ambiguïté ou voire l'absence de statut, puisque isolés en soins libres, alors que leur consentement n'a pas été demandé, mais a été donné par leurs parents. Je vous remercie. Madame Touré, je vais laisser André vous répondre sur la psychiatrie. Il est plus balèze que moi. Oui, il y a trois questions. Le premier, c'est que vous faites écho à ce que nous avons dit sur la perversité du langage. Effectivement, les professionnels ont souvent une vraie difficulté à admettre la réalité et la dureté de leur exercice professionnel. Et la tentation de masquer cet exercice professionnel derrière des mots plus acceptables que les choses est grande. Alors on a comme ça le mot prescription qui remplace le mot décision, ce qui revient à faire très bon marché du fait que dans une prescription, l'élément moteur du système, c'est le consentement du patient, ce qui n'est pas le cas quand on exécute soi-même une décision qu'on prend. On a cette question qui nous est particulièrement pénible au CGLPL, j'en ai déjà parlé, celle de la notion de soins intensifs qui consiste à désigner des espèces de culs de basse-fosse dans lesquels on entrepose des patients parce qu'on n'a pas assez de monde pour les soigner. Et donc non seulement il n'y a pas d'intensité, mais il n'y a pas toujours non plus de soins. Et donc ça, malheureusement, c'est quelque chose contre quoi nous luttons, mais qui est un réflexe de protection spontanée, je pense, du personnel des établissements de santé mentale. Et évidemment, un réflexe de protection que l'on peut comprendre, puisqu'il s'agit de se défendre leur propre image. Sur la question de l'entrée en vigueur des protections juridiques et les difficultés qui en découlent, je crois que j'ai pas évidemment de solution miracle, si ce n'est celle qu'il faut laisser du temps au temps parce que le monde judiciaire et le monde médical apprennent à se connaître et ne peuvent pas évidemment le faire très rapidement. En revanche, il est dans une mesure récente qui est le droit de visite des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté. Je souligne la lacune que constitue l'absence de droit de visite des bâtonniers dans les établissements de santé mentale. Certains s'y sont présentés récemment et ont été accueillis parce que les établissements de santé mentale sont plutôt ouverts. Néanmoins, ils n'ont pas cette prérogative dans la loi et je pense que c'est une lacune réelle.
Voilà la première piste législative à laquelle je pense. Les autres pistes législatives, c'est de combler les lacunes, c'est-à-dire de juridictionnaliser le contrôle du placement en UMD, du placement en USIP, et de juridictionnaliser, enfin il y a une décision récente du tribunal des conflits qui, je pense, vous conduira à réglementer, à légiférer sur ce point, qui fait entrer un pas de plus le juge judiciaire dans le champ de la protection de la liberté au regard des établissements de santé mentale. J'appelle votre attention aussi sur le fait qu'il y a 2 décrets récents sur l'organisation des services de psychiatrie et sur les autorisations en psychiatrie qui vont très probablement ouvrir bientôt un champ à la jurisprudence administrative, puisque il n'y avait pas de cadre, il y en a désormais un. La question de la conformité à ce cadre va donc pouvoir être traduite devant le juge. Et donc ça c'est un progrès dans le contrôle de la psychiatrie. Enfin, votre dernière question portait sur les patients mineurs. Il y a ce que nous soulignons dans le rapport, cette ambiguïté très grave autour du fait que les patients mineurs sont fictivement déclarés en soins libres alors qu'ils sont enfermés sur la base de la volonté, certes libre, mais pas de la leur, puisque c'est celle de leurs patients. Donc ce que nous avons préconisé dans un rapport déjà ancien sur l'accueil des mineurs en psychiatrie, c'est que tout enfant mineur placé en établissement de santé mentale bénéficie, quel que soit son statut de placement, d'une protection équivalente, comparable, transposé, ce qu'on voudra, en respectant évidemment le monopole de juridiction du juge des enfants, mais équivalente à celle des majeurs en soins sans consentement, puisque un mineur placé sur la libre volonté de ses parents ne peut pas être regardé, au moins par nous, comme en soins libres. Il doit donc avoir une protection juridictionnelle équivalente. Mais plus largement que ça, ce qui nous paraît manquer beaucoup, c'est un statut du mineur hospitalisé, statut du mineur qui devrait prendre en compte évidemment la question de la protection de sa liberté, mais aussi la question de son accès à l'enseignement, la question des modalités d'exercice de l'autorité parentale sur cet enfant, et la question globale de l'ensemble des droits à l'information, à la protection de cet enfant. Je reviens sur l'idée que disait Madame Untermeyer. Si on consent un avocat systématique pour assister les enfants placés à l'ASE, il n'y a pas de raison que ceux qui sont placés en établissement de santé mentale mettent une moindre protection.